bonjour à tous. Juste, est-ce qu'on peut me confirmer qu'on entend bien? C'est bon? Ok, super. Il n'y a plus personne dehors, c'est bon? Ok, alors du coup on va commencer. Donc c'est un atelier qui a pour but de revenir sur l'UNEF et notamment l'UNEF au moment de la guerre d'Algérie. Et donc l'objectif c'est que je fasse une présentation assez brève pour qu'on puisse ensuite avoir un témoignage. Donc je vous expliquerai le témoignage et pour qu'ensuite on puisse avoir un échange avec la salle pour que notamment vous puissiez poser des questions, intervenir, etc. Et qu'on puisse avoir une réelle discussion à ce sujet-là. Donc déjà pour introduire un peu cet atelier, l'objectif de faire cet atelier au moment du congrès de l'UNEF, c'est de pouvoir revenir un petit peu sur l'évolution de l'UNEF dans son histoire et notamment sur une période qui a été déterminante sur le rôle de l'UNEF, sur sa conception, sur sa façon de faire les choses, etc. Notamment parce qu'on a toujours eu une UNEF qui a été traversée par les périodes, par les faits historiques tout au long de son existence. Et la guerre d'Algérie, ça a été un événement, un moment qui a marqué l'UNEF sur sa façon de prendre en compte la vie étudiante, de prendre sa place dans la société, notamment parce que, pour vous retracer un peu rapidement le contexte, on est au lendemain de la guerre. L'UNEF elle a pris position pendant la Seconde Guerre mondiale contre le gouvernement de Vichy pour plus de liberté, etc. Et notamment ce qui a débouché sur la charte de Grenoble qui définissait les jeunes, notamment les étudiants, comme des jeunes travailleurs intellectuels et avec une partie qui les décrit comme solidaires avec la jeunesse mondiale. Et là-dessus, l'UNEF, cette phrase dans la charte de Grenoble, c'est quelque chose qui est important dans le rôle de l'UNEF, sur les positions qu'elle peut prendre sur la jeunesse mondiale, sur la solidarité, sur la solidarité des peuples, l'indépendance, la liberté, etc. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que notamment, au moment de la guerre d'Algérie, l'UNEF, elle ne s'est pas positionnée tout de suite, et c'est quelque chose qu'on reverra ensuite dans le témoignage, mais elle ne s'est pas positionnée tout de suite parce que l'UNEF n'avait pas encore fait le pas d'aller au-delà du corporatisme, donc juste de s'occuper des étudiants. Elle n'avait pas fait le pas au-delà et prendre position sur la jeunesse, sur la liberté des peuples, etc. Et donc ce moment, la guerre d'Algérie, il est déterminant parce qu'il permet à l'UNEF de franchir un cap dans sa structuration, dans sa façon, dans son lien à la société, et ça lui permet de prendre une ampleur toute différente. Pour vous remettre un peu l'UNEF dans les années 50-60, c'est une organisation qui est un peu différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, notamment parce qu'on a moins d'étudiants à l'université, c'est à peu près 200 000 étudiants, quand aujourd'hui on est quasiment à 2,5 millions d'étudiants, et donc c'est pas du tout le même contexte universitaire, et pour autant, à côté de ça, l'UNEF, elle s'indique quasiment un étudiant sur deux. Et donc l'UNEF, c'est réellement une organisation qui est connue de tous, qui est dans le milieu universitaire et dans la société quelque chose de très important, notamment au lendemain de la guerre où elle a pu prendre position. Pour autant, en 1950, on a une direction de l'UNEF qui n'est pas une direction qui est politique, c'est plutôt une direction qui est corporatiste, qui défend seulement l'intérêt des étudiants, qui est traversée par plusieurs types d'organisations complètement différentes de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Par exemple, on avait des corpos qui étaient dans l'UNEF, qui avaient des assemblées générales étudiantes, et donc une UNEF qui ne ressemble pas du tout à celle d'aujourd'hui, et pour autant qui prenait quand même des positions sur des sujets qui touchaient à la vie des étudiants, etc., sans aller au-delà. Et avec la guerre d'Algérie, on a une UNEF qui se transforme, qui notamment va prendre position sur la guerre, pour l'indépendance du peuple algérien, pour la défense des libertés, et donc qui va prendre un tout nouvel essor. Et donc c'est ça notamment l'objectif de l'atelier, c'est de voir en quoi la période, en quoi l'action de l'UNEF, elle est déterminante dans une société, elle est déterminante pour faire avancer les choses, faire avancer les droits de l'ensemble des jeunes, et c'est notamment l'objectif du témoignage. Donc pour vous présenter un peu l'intervenant, donc c'est Dominique Vallon, qui était président de l'UNEF en 61-62, et donc qui a notamment été dans l'UNEF à ce moment-là, et qui a notamment été à l'initiative de la prise de position de l'UNEF. Et donc l'objectif, c'est qu'il puisse notamment vous présenter toute cette période, le rôle de l'UNEF, et qu'après vous puissiez lui poser des questions. Je vous laisse intervenir. Merci. Écoutez, je suis content d'être là, parce que ça fait, oui, j'ai calculé, ça fait 55 ans que j'ai été élu au Bureau national de l'UNEF. Donc pour situer la différence de génération que vous voyez de toute manière d'entrée, au Congrès de Lyon en 1960 pour être vice-président chargé de l'Algérie. Et auparavant, j'étais président de l'AG de Sciences Po Paris. Et j'ai été président de l'UNEF l'année suivante, en 61-62.
À l'époque, bon, juste une petite chose, si ces années vont assez vite l'une après l'autre, c'est qu'on avait des mandats d'1 an, et notamment la règle était qu'un président ne restait qu'un mandat d'1 an, point. Et donc tous les présidents se succédaient année par année. Alors, Mélanie l'a dit, l'UNEF était vraiment une organisation de masse. 50% d'adhérents, 100 000 adhérents. Dans certaines AG en province, c'était une vraie force sociale et militante. Et cette UNEF avait, au niveau national, on venait de mettre en place les œuvres universitaires, en 1957. Et pour le premier conseil d'administration des œuvres universitaires, c'était finalement 50% UNEF, 50% gouvernement. C'est-à-dire que l'UNEF avait, je ne sais pas, 4 ou 5 sièges, et l'UNEF elle seule, puisqu'elle était le seul syndicat étudiant, et les personnalités qualifiées avaient été proposées par l'UNEF. C'était un ancien président de la mutuelle, un ancien vice-président de l'UNEF. Donc c'était une situation rêvée, dont vous pouvez rêver. Donc ça faisait une grosse responsabilité que cette mise en place des œuvres universitaires, aussi bien, et la situation était la même dans les CROUS, où les AG, chaque AG adhérent à l'UNEF, avait le monopole de la représentation étudiante. Il n'y avait pas d'élection, c'est le gouvernement qui mettait les noms des responsables étudiants désignés par les AG. Les AG avaient par ailleurs de grosses responsabilités gestionnaires directes. Beaucoup d'AG en région géraient elles-mêmes les restaurants universitaires avant la mise en place des œuvres universitaires. Donc le Resto U, c'était le restaurant de l'AG, géré par l'AG, et c'était un des services parmi beaucoup d'autres que rendait l'AG aux étudiants. D'où évidemment l'ambiguïté sur la nature de l'adhésion à l'UNEF. On adhérait parce que, ma foi, c'était le syndicat, et c'est le syndicat qui gérait une quantité de services, mais qui était aussi un syndicat revendicatif à l'échelle nationale sur le plan de la mise en place des œuvres, de la mise en place, était déjà en place de la mutuelle, de l'ASU, et sur le plan universitaire pour la démocratisation de l'université. Alors c'est important d'avoir ça en tête parce que le mouvement étudiant, le syndicalisme étudiant s'est constitué à l'époque par une bascule assez complète de la majorité qu'on appelait majo de droite, qui était celle de 50 à 56, vers la Minot. Je m'excuse, je parlerai toujours de Minot pour dire la majorité de gauche entre guillemets. Et cette bascule s'est faite AG par AG, puisqu'il n'y avait pas d'élection directe à l'UNEF, c'était les AG qui étaient elles-mêmes issues des votes de chaque fac par corpo, et qui élisaient à la fin une AG, et ensuite ces AG se réunissaient en congrès et élisaient le bureau national. Et donc on a vu basculer sur cette période 56-60 beaucoup d'AG, et l'UNEF a conquis la majorité, la Minot a conquis la majorité en 1956, très faiblement, et puis elle a assis cette majorité parce que sa dynamique à la fois gestionnaire, revendicative, et son militantisme qui commençait à se développer sur l'enjeu de la guerre d'Algérie. Alors, la guerre d'Algérie a démarré en 1954. Elle a pris toute son ampleur militaire au cours de l'année 1956, lorsque un gouvernement de gauche, présidé par Guy Mollet de la SFIO, avait été élu au début de l'année, enfin pour l'hiver, notamment sur un mandat de faire la paix en Algérie. Et il est arrivé une catastrophe politique, qui est que Guy Mollet, qui avait quelques bonnes intentions, est allé à Alger, et il a été accueilli par les tomates des Pieds Noirs. Ça l'a tellement traumatisé de voir ces milliers de Français qui étaient l'Algérie pour lui, ou une part importante de l'Algérie, lui rentrer dedans, qu'il a abandonné la nomination du gouverneur général qui était prévue,
Et il a proposé un effort de guerre accru, avec des pouvoirs spéciaux qui ont mis l'Algérie hors de la loi républicaine, et qui ont découpé le territoire algérien en zone interdite, où l'armée avait le droit de tirer sur tout Algérien qui pouvait se présenter, des territoires d'opération où on avait liquidé tous les villages pour regrouper la population dans des camps d'internement, et puis le troisième territoire qui était, disons, relativement normal. Et ce pouvoir spécial a été voté à Guy Mollet et au son gouvernement en majorité socialiste, ont été votés par le PCF. Ce qui a été un traumatisme et qui a eu des conséquences lourdes, et sur la position de la gauche sur l'Algérie et sur le PC lui-même. Voilà, c'est dans ce contexte-là que la Minot, je dirais pas minorité, je dirais Minot, prend le pouvoir en 1956 et se trouve confronté dès le départ au problème algérien du fait de sa relation avec l'Union générale des étudiants musulmans algériens, qui était une organisation qui est solidaire intégralement du FLN, du Front de Libération Nationale, qui s'était constitué en 1955 et qui prenait des positions totalement solidaires du Front et de la lutte que menait le Front au nom du peuple algérien. L'UNEF a essayé à l'époque d'avoir des relations avec l'UGMA, de les maintenir, le dialogue. Il y a eu des textes communs, il y a eu des choses tout à fait intéressantes qui ont été faites. Et puis, à la fin 1956, l'UGMA a forcé un peu les choses et demandé à l'UNEF de prendre position sur le fond politique de la guerre d'Algérie, sur son caractère colonial et sur son issue par des négociations avec le FLN. Et l'UNEF a refusé. L'UNEF a refusé, elle ne pouvait pas faire autrement, parce qu'elle n'était pas mandatée par les étudiants pour le faire, ni par les AG, et que cette position aurait entraîné immédiatement une scission et aurait ramené l'UNEF à une position très très affaiblie, et le syndicalisme étudiant en aurait subi une très grosse crise. Et si vous voulez, à l'époque, je pense que pour les dirigeants de l'UNEF, le problème n'était pas quelle position nous, militants, responsables, syndicalistes, étudiants, nous avons sur la guerre d'Algérie. Cette position, elle est celle dont je vais vous parler tout à l'heure, et c'est celle que demandait l'UGMA à peu de choses près. Mais la question était quelle position en avance par rapport au milieu étudiant, mais qui soit tout de même relativement acceptée, que nous puissions mobiliser l'ensemble des étudiants, puisque l'UNEF représentait l'ensemble des étudiants, sur une plateforme qui ait un sens politique. Et donc l'UNEF a estimé qu'il valait mieux attendre un peu pour prendre une position politique, qu'elle ait fait le travail d'explication, de mobilisation, de sensibilisation, pour pouvoir la prendre et à ce moment-là pouvoir être d'autant plus forte. Alors, qu'est-ce qui a permis que les choses changent et que l'UNEF s'engage de plus en plus? Si vous voulez, au départ, la position de l'UNEF est une position d'ordre moral, d'ordre éthique, qui est liée à la manière dont cette guerre est poursuivie. La bataille d'Alger en 1956-57, c'est l'organisation systématique de la torture de tous les Algériens arrêtés pour les faire parler et dénoncer, etc., etc. Et cette torture, c'est celle qui était pratiquée par certains bataillons, certains régiments de l'armée, dans les zones les plus sensibles du point de vue militaire. C'était l'incendie des villages, c'était les viols, c'était un comportement... il y avait 500 000 soldats, c'était une guerre gigantesque. 500 000 soldats, essentiellement du contingent, et qui a fait, les chiffres sont très divergents, mais les historiens disent qu'il a fait entre 300 à 400 000 morts du côté algérien sur les 7 années de la guerre. Donc, au départ, la position de l'UNEF, c'est une position morale en disant
on interdit de cours un professeur à l'université d'Alger parce qu'il est libéral, entre guillemets, c'est-à-dire pro-indépendance. On arrête les étudiants algériens en France de manière massive. On interdit la publication des livres qui dénoncent la guerre d'Algérie. On saisit les journaux, on les censure. J'ai des vieux journaux de l'Humanité, Libération, qui n'était pas le même Libération, avec des grands blancs en première page, qui étaient ceux qui avaient été censurés par les services de censure du gouvernement. Et donc on vivait dans ce climat-là, qui était un climat de violence de la guerre en Algérie. Et même si en France on n'avait pas, encore que, il y aurait beaucoup à dire aussi, on n'avait pas évidemment la même situation, c'était un climat d'une grande violence entre les Français, entre les tenants de l'Algérie française qui dénonçaient le terrorisme du FLN et ceux qui pensaient qu'il fallait mettre fin à cette guerre. L'extrême droite, Jean-Marie Le Pen était président de la Corpo droit au début des années 50. Et quand il est allé rappeler en Algérie, il venait avec son uniforme à la fac de droit de Paris et il haranguait les étudiants en AG, etc., etc. Voilà, donc dans ce climat-là, la première chose qui a permis de mobiliser les étudiants, c'est la dénonciation des conséquences contre les libertés, contre la démocratie. On avait tout de même eu un coup d'État militaire en 1958 qui avait permis au général de Gaulle de revenir au pouvoir. On a eu en 1960 des barricades montées par des anciens responsables de l'AG d'Alger qui ont mobilisé qui ont bloqué, disons, Alger pendant une semaine et appelé ensuite à une mobilisation militaire. On avait comme autre conséquence les conséquences budgétaires. 500 000 militaires rappelés, les forces. Donc c'était des difficultés budgétaires très lourdes, y compris sur le budget de l'éducation nationale et de l'université. On avait le problème du rappel des appelés pour servir en Algérie. Le service militaire a été porté à plus de 2 années. On a au début rappelé d'anciens soldats du contingent qui n'avaient fait seulement 1 an de service pour les faire servir encore 6 mois ou 1 an ou 18 mois. Donc tous ces éléments-là ont été pas à pas, l'UNEF s'en est emparée, et pour dire chaque fois que tout ceci était lié à la poursuite d'une guerre qu'elle qualifiait d'absurde, qu'elle qualifiait de criminelle, mais sans l'analyser politiquement ni sa solution. Et si vous voulez, pour bien rendre compte de ce qu'était cette position de l'UNEF, je vais vous lire un extrait si je le retrouve, un extrait d'une délibération de l'UNEF en 1957. Elle est dans mon bouquin, oui, je vous parle de mon bouquin in fine, dans lequel, je ne retrouverai pas, je ne vais pas la chercher, finalement le propos est de rappeler toutes ces horreurs ou ces crimes et de dire si la guerre ne peut pas être poursuivie par d'autres moyens, c'est à la guerre elle-même qu'il faut mettre fin. Et c'est le point le plus avancé sur le plan moral où l'UNEF est arrivée en 1957. Et sur ces positions-là, elle avait une adhésion croissante du milieu étudiant et des âgés qui basculaient des majos vers la majorité minot. Et puis il y a eu effectivement un moment décisif, c'est 1959-1960. L'UNEF ne s'était pas remise elle-même moralement de la rupture avec l'UGMA. Elle avait mis dans ce dialogue avec l'organisation des étudiants algériens son enjeu qui était nous étudiants, nous sommes dans le dialogue avec les étudiants algériens et nous sommes dans le dialogue avec les étudiants algériens nationalistes pour l'indépendance de l'Algérie. Parce que nous comprenons, voire nous acceptons cette position. Et si on reprend des textes de l'UNEF, on voit que cette question du dialogue avec les étudiants algériens revient sans arrêt. Et moi, je sais qu'en tant que président de Sciences Po en 1959, j'avais été à des procès d'étudiants algériens à la prison du Cherche-Midi, qui n'existe plus maintenant, c'est l'école des hautes études à Paris. J'avais certains étudiants algériens que je connaissais,
Et c'était un point de sensibilisation très fort sur lequel j'avais fait campagne en 1959 pour les élections à l'AG. Et puis, l'idée de revenir à cette relation de dialogue, ça impliquait évidemment un préalable politique de fait, qui était que l'UNEF prenne une position politiquement réfléchie et approfondie sur l'Algérie. Et il y a eu des contacts pendant cet hiver 59-60 avec l'UGMA, informel, pour voir sur quelle base l'UGMA était prête de son côté à reprendre les relations avec l'UNEF. Et puis il y a eu fin janvier 60 les barricades d'Alger, c'est-à-dire des militaires, des miliciens civils et armés et des responsables de l'AG d'Alger, ou anciens responsables de l'AG d'Alger, qui ont monté des barricades en plein centre d'Alger et qui ont défié le pouvoir pendant plusieurs jours. Et par rapport à ces barricades de 60, il y a eu le premier communiqué intersyndical réunissant l'UNEF, la CGT, la CFDT, la CFTC, qui n'était pas encore CFDT, et la FEN. Et symbolique, cette réunion a eu lieu place du Panthéon au siège de l'AMNEF. C'est-à-dire que l'UNEF avait proposé que la réunion ait lieu chez elle parce que les syndicats n'acceptaient pas de se parler entre eux. Et l'UNEF, c'était trop flagrant, donc ça a été l'AMNEF. Mais c'était très fort pour marquer que l'UNEF était sans doute l'élément nécessaire pour constituer un front intersyndical contre la guerre. Puis le deuxième élément, c'était une réforme du régime des sursis, parce que le gouvernement avait besoin de cadres militaires pour encadrer les 500 000 soldats en Algérie, et donc voulait modifier le régime des sursis en précipitant le départ des étudiants en cours d'études. Et donc pour protester, et sur un argumentaire très directement lié à la poursuite de la guerre, l'UNEF a organisé une grève de 48 heures au niveau national qui a été massivement suivie de manière quasiment unanime. Donc sur ces bases-là, au congrès qui a suivi à Lyon, en avril 60, nous avons pris une position politique disant que la guerre d'Algérie était une aberration par rapport au processus de décolonisation générale qui était réalisé dans le monde entier, qui s'était réalisé dans le Maghreb, pour l'Algérie, pour la Tunisie et le Maroc, et que les étudiants demandaient, exigeaient qu'il soit mis fin à cette guerre par l'ouverture de négociations sur les conditions de l'autodétermination, donc des négociations ayant un caractère politique avec le FLN. Et dans le mois qui a suivi, en juin 60, on est allé à Lausanne rencontrer le comité exécutif de l'UGMA et nous avons signé une déclaration commune, une UNEF-UGMA, qui reprenait, en les accentuant légèrement, notamment sur le caractère colonial de la guerre, cette déclaration du Congrès de Lyon. Et si vous voulez, c'était un choc dans l'opinion française, parce que l'UGMA, c'était, le FLN existait toujours, mais il y avait un gouvernement provisoire qui était le GPRA, installé à Tunis, et c'était le GPRA qui était derrière l'UGMA. Et donc, l'organisation représentative des 200 000 étudiants français signait une déclaration commune avec l'organisation représentative des étudiants algériens mandatés par le GPRA, par le gouvernement avec lequel De Gaulle ne voulait pas discuter. Donc on a eu très peur d'être dissous, il y a eu un mouvement de solidarité, on a supprimé la première subvention importante, un mouvement de solidarité important dans le pays, de tous côtés, de syndicats, de base, d'intellectuels, etc. Donc c'était le premier axe de l'action de l'UNEF, ça a été le dialogue avec l'UGMA. Donc repris en juin 60, poursuivi ensuite à chaque étape des difficultés du processus à venir de négociation entre la France et l'Algérie. Et nous avons suscité une extension de cette déclaration UNEF-UGMA à une déclaration impliquant les syndicats ouvriers avec l'UGTA, l'Union générale des travailleurs algériens, qui était le représentant des ouvriers algériens en Algérie, d'Algérie. Et donc il y a eu une déclaration CGT, UNEF, UGMA, UGTA, intégrale, et ensuite un texte un peu plus modeste, signé par les mêmes, plus la CFTC et Force ouvrière, et la Fédération
l'éducation nationale avait refusé de signer. Ensuite, on a fait une nouvelle déclaration avec l'UGMA, dans un moment très chaud. Les premières négociations s'étaient ouvertes entre la France et le GPRA et avaient été rompues sur la question du Sahara. De Gaulle ne voulait pas que le Sahara revienne au gouvernement algérien, mais reste dans une situation sous tutelle française, etc. Et les premières négociations, s'étaient cassées là-dessus. Donc nous avons revu l'UGMA, nous avons discuté, et comme au congrès de Caen, précédemment, en avril, nous avions pris une position sur l'intégrité du territoire algérien. Nous avons signé une nouvelle déclaration sur les négociations et sur le respect de l'intégrité de l'Algérie. Alors là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Avant même d'ailleurs qu'on ait signé cette déclaration, le gouvernement nous avait menacé, si on n'arrêtait pas nos positions sur l'Algérie, de supprimer toutes les subventions et de ne plus considérer l'UNEF comme représentative nationalement de tous les étudiants. Et donc le gouvernement a suscité une scission qui était la création de la FNEF, qui a duré un certain temps, et a supprimé les dernières subventions qui existaient, et à nouveau grand mouvement de solidarité, parce qu'entre-temps, il s'était passé un deuxième acte majeur de la part de l'UNEF, c'est le 27 octobre 1960. Les syndicats étaient prêts à réagir s'il y avait une tentative de coup de force fasciste ou militaire en Algérie, comme ça a été encore le cas en 1961. Mais prendre une initiative plus politique pour dire qu'il faut mettre fin à la guerre par la négociation et l'ouvrir immédiatement avec le FLN, la Fédération nationale n'y était pas là, la CGT était capable de le faire, la CFDT était en cours, CFTC était en cours d'hésitation, mais surtout appeler à une manifestation populaire pour exiger cette plateforme et soutenir cette plateforme, personne n'osait prendre l'initiative. Le Parti communiste à l'époque était dirigé par Thorez, et qui avait une obsession qui était de ne pas tomber dans une provocation du pouvoir gaulliste pour que s'ensuive une répression à l'égard du mouvement de la CGT et du PC. Et donc il se refusait à des initiatives de ce type. Donc la CGT appelait des réunions sur les lieux de travail, etc., mais pas des manifestations de rue. Et l'UNEF, au début octobre, lance toute seule un appel à toutes les organisations démocratiques, aux syndicats étudiants, aux associations de jeunesse, de se réunir avec elles pour appeler l'ensemble des Français à une manifestation pour la paix par la négociation. Ça a été, je ne vous raconte pas l'histoire, ça a été assez compliqué, et finalement, cette manifestation a eu lieu en province, souvent dans des formes dans les rues, avec l'unité syndicale la plus grande, y compris la CGT, et à Paris, la CGT a reçu la consigne de ne pas y participer. Et donc c'est une réunion qui a eu lieu à la Mutualité et qui a débordé tout autour et qui a réuni 15 000 participants. Et la police en a profité pour casser toute une partie de ceux qui étaient devant. Et donc voilà, la première manifestation, même si elle n'a pas à Paris été de la République à la Nation, a été lancée à l'initiative de l'UNEF. Alors ensuite, il y a eu une manifestation importante en décembre 1961 de tous les syndicats, enfin CGT, UNEF, CFDT, FN, qui a été très violemment réprimée et qui a été rendez-vous à la Bastille. Il y a eu 30 000 participants. Toutes les manifestations étaient interdites, il faut le dire. C'était même pas la peine de le dire, elles étaient interdites. Et ensuite, il y a eu, l'UNEF a pris d'autres initiatives, et il y a eu une manifestation le 8 février pour des mêmes organisations, sauf la Fédération de l'Éducation nationale, pour protester contre les crimes de l'OAS qui avaient fait des blessés, notamment arracher les yeux d'une petite fille concierge de l'immeuble où se trouvait André Malraux. L'UNEF a été plastiqué plusieurs fois par l'OAS, enfin pas gravement, 2 fois. Et là, les photos dans la presse le matin les yeux arrachés, ça a créé un choc dans l'opinion.
contre ce développement d'un mouvement plus fascisant, terroriste, qui défendait l'Algérie française et à l'égard duquel le pouvoir ne semblait pas arriver à lutter avec l'efficacité nécessaire. Et donc c'était un appel à manifester le 8 février à la Bastille pour aller à la République. Des forces, au moins 20 000 policiers CRS déployés, 30 000 manifestants peut-être, à peu près, et dispersion de tous les cortèges qui se constituaient de manière très violente. Et au moment où un des cortèges les plus importants avait décidé de se dissoudre devant un front de centaines et centaines de policiers au croisement du Charonne à Paris, les bataillons de policiers sont intervenus avec les bidules et ont même arraché les barres de fer qui protégeaient les troncs des arbres sur le boulevard et ont massacré 9 personnes qui avaient voulu se réfugier dans le métro Charonne. À l'issue de ça, il y a eu des obsèques nationales organisées par les syndicats et la paix était toute proche puisque les accords d'Évian ont été signés le 18 mars 1962. Alors, je m'aperçois que j'ai débordé déjà de mon temps de parole, que je n'ai pas du tout fini tout ce que je voulais vous dire, donc je vais m'arrêter là. Juste pour dire que ce qui s'est passé, c'est que, avec le fondement qui est celui de la Charte de Grenoble, avec une action qui faisait un mix de son action contre la guerre d'Algérie, de ses responsabilités de gestion, de son action revendicative, l'UNEF avait atteint un niveau de représentativité. Même sur l'Algérie, dans les AG, dans les élections, évidemment, il y avait des listes contre les positions de l'UNEF et pour l'apolitisme. Mais ces listes étaient battues. Et donc, on n'avait pas 100% des étudiants qui étaient d'accord avec nous, mais les votes démocratiques, c'était conclu. Et je sais qu'à Sciences Po, il y avait plus de 2000 électeurs sur 2800 étudiants à l'époque. Et donc, sur cette base-là, il y avait une représentativité et une puissance incontestable. Dans certaines villes de province, la participation des étudiants aux manifestations contre la guerre d'Algérie était plus importante que celle des syndicats ouvriers, parce qu'il y avait 6 000, 8 000 étudiants à Toulouse ou à Lyon qui pouvaient aller manifester. Deuxième élément, c'était notre indépendance totale à l'égard de tout parti politique. Il y avait des responsables à l'intérieur du bureau de l'UNEF qui avaient été adhérents ou qui étaient adhérents à des organisations politiques, PSU, UEC, mais il n'y avait pas d'UEC au bureau de l'UNEF, c'était un sujet qui peut être discuté, et ceux du PSU prenaient l'engagement de démissionner de toute responsabilité, même de toute participation active aux activités de leur parti. Et la masse des militants et des dirigeants de l'UNEF étaient des gens qui étaient venus pour militer à l'UNEF, pour l'UNEF, en raison de ses positions, et qui se disaient « je suis adhérent de l'UNEF, militant de l'UNEF », et ça leur suffisait parce que ça couvrait tout le spectre de ce que pouvait être une action d'un étudiant à l'époque. Voilà, donc tout ça a fait qu'on est arrivé à cette situation où l'UNEF avait un rayonnement bien au-delà du milieu étudiant, sur le plan national et sur le plan international, et que c'était une référence parce que c'est vrai qu'on a eu la chance, si j'ose dire, de pouvoir bénéficier de tout ce travail de préparation fait par ceux qui n'ont pas dit exactement ce qu'ils pensaient parce qu'ils voulaient faire maturer le syndicat pour arriver à partir de 1960 à avoir une responsabilité qui débordait largement le milieu étudiant pour couvrir l'ensemble du pays. Merci, excusez-moi de ma longueur. Alors, on va prendre une série de questions et d'interventions. Donc, ce que je vous propose, c'est de lever la main. On va faire une liste alternée et paritaire dans la mesure du possible. Et je vous invite à lever la main pour prendre la parole ensuite.
Je crois que vous êtes impressionnant. Quoi? Je crois que vous êtes impressionnant. Parce qu'ils ont l'air de faire... Non, je ne suis pas impressionnant. Ils ont peut-être été impressionnés, mais pas par moi, par l'UNEF. C'est pas vrai, par exemple. Alors, monsieur Guillaume Vallon. Vallon. Dominique, oui, mais tu peux me tutoyer. Merci, Alain. J'avais une question par rapport à l'activité pratique, enfin au militantisme en tant que tel de l'époque. En tant que militant, voire président de l'AG Sciences Po. à Sciences Po, quelles étaient les activités organisées au quotidien par l'UNEF sur les campus afin de conscientiser les étudiants sur la question de la guerre d'Algérie? Quelle était la gamme d'activités qui était menée à l'époque par les militants? Alors, c'est une bonne question parce que la réponse n'est pas facile. Bon, moi, ce dont je peux témoigner, c'est que je partirai d'abord de 1960 et je reviendrai, essayer de revenir en arrière. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant le congrès de Lyon, les AG Minot, qui étaient majoritaires, qui avaient décidé la prise de position dont j'ai parlé, s'étaient réunis et c'est là que la décision a été prise à l'intérieur de la Minot. Et ça a été une réunion très, très forte, assez extraordinaire. Et nous avons tous pris, président d'AG, nous avons tous pris l'engagement, avant le congrès qui avait lieu un mois et demi plus tard, de réunir les étudiants et de faire l'information pour préparer à la motion du congrès de Lyon. Donc moi je me souviens, à Sciences Po Paris, à l'époque on avait le droit de disposer, jusqu'à cette année-là, on avait le droit de disposer du grand amphi qui s'appelait Boutmy. Et donc on a fait une AG à Boutmy, réunissant 200 à 300 étudiants, dans lesquels j'ai dit, ben voilà, nous avons pris position contre le putsch des barricades. Nous avons pris position contre la guerre d'Algérie à cause de la guerre des sourcils. Nous avons pris position pour la défense des étudiants algériens, etc., etc. Et aujourd'hui, il faut aller jusqu'au bout. Puisqu'il nous dit qu'il faut la paix, il faut dire comment la paix va se faire, et elle ne va se faire que par négociation. Donc, cette AG, c'était une AG formelle. C'est-à-dire qu'il y a eu vote. Et il se trouve que les opposants n'ont pas saisi l'enjeu et on était très très largement majoritaire, beaucoup plus qu'on l'était en réalité. Et donc j'avais le mandat donné par l'AG. Et je pense que toutes les AG, sous une forme ou sous une autre, ont fait ça entre février et avril 1960. Et ensuite, après le congrès de Lyon, on a tous fait également une nouvelle assemblée générale pour valider la position qui avait été prise. Et ça a été fait, y compris par des AG de Lyon qui n'avaient pas osé voter la motion à Lyon. Et ensuite, il y a eu une AG extraordinaire de l'UNEF où on s'est retrouvé avec une majorité des 2/3 pour suivre la position algérienne du bureau. Avant, il n'y avait pas eu d'appel de manifestation de l'AG de la part de l'UNEF au niveau national. Mais beaucoup d'AG, Minot, étaient très engagés et avaient organisé des réunions, des manifestations. Donc, il y avait... L'UNEF, c'était vraiment une fédération d'AG. Et donc, ce qui se passait à Grenoble, qui était très en avance, ce qui se passait... L'AFGEL avait monté des réunions d'ensemble sur l'analyse de l'Algérie, de la situation du pays, du coût de la colonisation, etc., etc. Donc, voilà un peu les choses. Ensuite, à partir du moment où on s'est lancé, alors là, une fois qu'on était parti, il y avait les tracts, il y avait des manifestations, etc. Sinon, si vous voulez, moi je me souviens, dans les années 56-57, avant que l'UNEF ait pris position, on était à la péniche, à Sciences Po, et puis il y avait des étudiants qui arrivaient en disant ce soir, rendez-vous à l'intérieur de Saint-Sulpice à 6h. Parce que les manifestations étaient évidemment interdites, mais le quartier latin était quadrillé par la police. Et donc, à 6h, on se retrouvait, une cinquantaine, une centaine peut-être, à l'intérieur de Saint-Sulpice. On disait rendez-vous au métro Maubert. Et il y avait d'autres lieux de rendez-vous préparatoires, et tout ça se faisait. Et les gens qui y allaient, c'était des militants de l'UNEF.
Et donc, je veux dire, eux-mêmes se mobilisaient et mobilisaient de manière informelle par rapport à l'UNEF, mais on savait que c'était les militants de l'UNEF qui étaient... Parce que, quelle que soit leur tendance politique, il y avait des maoïstes ou des... Il n'y a pas tellement de maoïstes encore trop. Enfin bon, il y avait pas mal de trotskistes de toutes sortes. Bon, ils étaient des militants très actifs, mais on les retrouvait évidemment tous les débats, l'UNEF, etc. Donc voilà, rapidement. Mais je ne peux pas parler Jean-Jacques Occard, qui était membre du rôle de l'UNEF de 61 à 63. On va dire un petit mot aussi par rapport à Aston Dager, qui effectivement avait pris position, parce que la direction de l'UNEF en tant que telle, voilà, Dominique Malone vous en a parlé fort bien, il y a un certain nombre d'associations d'étudiants qui avaient des positions plus radicales. Par exemple, il y avait des associations d'étudiants qui étaient pour la soumission. La GPGES, l'Association Générale d'étudiants opérationnels scientifiques, ou la GPLAT pour les littéraires, avait pris position, je ne sais pas si vous savez par rapport à l'histoire, le manifeste des 121 qui disait que l'on pouvait être insoumis, avait pris position pour l'insoumission et dans des réunions de Domino, oui, mais elle n'avait pas pris de position publique d'appelant à l'insoumission, parce qu'elles auraient été dissoutes. Non. Ils avaient pris la GPGES, j'ai un tract, je peux te dire, la GPGES avait pris position publiquement en tant qu'AG pour l'insoumission. Ça, je t'assure. Pour l'insoumission ou pour le soutien au manifeste? Non, pour le soutien aux insoumis, pardon. Le soutien au manifeste. Le soutien aux insoumis, tu as raison du détail, il est important. C'était pas un appel direct. Et donc, à l'intérieur de l'UNEF, il y avait... Voilà, et puis la conférence nationale d'étudiants, qui effectivement, avant même que la direction, que l'UNEF, dans son ensemble, prenne des positions, comme tout ce que vous avez expliqué Dominique Malone, avait déjà, ça représentait un certain nombre d'âgés, dans la FGEL, etc., avait pris des positions assez avancées, par rapport, plus avancées que la direction même de l'UNEF. Oui. La direction de l'UNEF attendait que le maximum d'étudiants est conscient, participe aux manifestations, etc. Et moi, dans l'association dans laquelle j'étais, qui est une fédération, un cartel d'étudiants supérieurs techniques, avant la prise de position générale sur l'UNEF, on avait pris des assemblées, ça rassemblait des lycées techniques, après le baccalauréat. Et on faisait des assemblées générales par lycée, où effectivement, majoritairement, c'était les étudiants qui étaient là, plutôt des étudiants assez à gauche. Et donc, par lycée, on faisait des réunions où effectivement, on faisait des assemblées qui n'étaient pas forcément des assemblées seulement des adhérents du NEF, c'était des assemblées du lycée où on faisait voter le soutien aux... Jean-Jacques, excuse-moi, Mélanie me dit qu'il faut redonner la parole à la salle. Elle n'a pas osé te le dire directement. Bonjour. Vous avez un petit peu en partie répondu à ma question, du coup, alors vous avez apporté des précisions. Ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce que l'UNEF a pris position, quels ont été les éléments déclencheurs, et comment est-ce que ça s'est organisé, ça, entre les différents AG. On prend les questions. On prend plusieurs séries de questions. Ouais. En fait, vous avez un peu expliqué à quel point l'UNEF a été à l'initiative de cette prise de position pour la fin de la guerre d'Algérie, et même que c'était en avance sur les syndicats salariés. Moi, j'aimerais bien savoir comment cette prise de position et comment cette montée au créneau de l'UNEF, elle a été perçue dans la société et par les institutions qui n'étaient pas du tout en faveur de la fin de la guerre. Magali derrière.
Bonjour, moi j'avais une question, c'est dans l'UNEF, après la guerre d'Algérie, cette prise de position, quelle dynamique elle a impulsé en interne dans l'UNEF sur les relations que pouvaient avoir les différentes majorités et minorités, et donc quelle dynamique ça a dans l'UNEF. Bonjour. Alors moi en fait j'aurais deux questions. Est-ce que l'UNEF à l'époque a travaillé avec en collaboration avec le FLN qui exerçait en France? Et ma deuxième question c'est est-ce que l'UNEF a participé à la marche du 17 octobre 1961? Est-ce qu'il y a d'autres questions? La dernière, au pire, on a un tour de questions après. Du coup, ma question, c'est... D'abord, on vient de découvrir le rôle principal de l'UNEF dans l'histoire de la guerre d'Algérie. Donc, le constater, on peut dire que voilà, l'UNEF était vital, était capable de mobiliser massivement les étudiants, ce qui n'est pas le cas maintenant. Donc, ma question, c'est... Est-ce que vous pensez que l'UNEF actuellement est capable de devenir vital dans les mouvements sociaux, dans sa structure actuelle? Je parle bien sûr des tendances. Bon, alors je ne répondrai pas à la dernière question parce que je suis absolument incapable de le faire. C'est la première fois que je viens à un congrès de l'UNEF depuis un congrès de l'UNEF-ID à Montpellier en 1997. C'est la première fois que je revois l'UNEF réunifiée, tout en sachant qu'il y a des organisations dont je ne peux pas entendre parler. Enfin si, je peux en entendre parler, mais je ne peux pas en parler. Alors, je vais répondre aux questions sur l'UNEF et le FLN, et l'UNEF et la marche du 17 octobre. Bon, l'UGEMA a été dissoute par le gouvernement français en janvier 1968. Donc les étudiants algériens en France et en Algérie n'avaient plus d'organisation de défense. Et donc le mot d'ordre qui a été donné par le Front de Libération Nationale, c'était l'adhésion directe des étudiants au FLN en France, à la Fédération de France, et à sa section universitaire. Donc il y avait une section universitaire qui regroupait les étudiants, les universitaires, etc., et qui était directement une section du FLN clandestin en France. Quand j'étais vice-président d'Algérie et président ensuite, je voyais l'UGEMA, il fallait aller en Suisse, mais pour voir des responsables des étudiants en France, j'avais un correspondant au sein de la Fédération de France, de la section universitaire de la Fédération de France, que je voyais périodiquement, et voilà, qui me donnait quelques infos, qui disait voilà ce qui se passe, etc. Mais j'avoue que je n'ai jamais eu par lui des informations stratégiques sur l'action de la Fédération de France, qui était quelque chose de forcément le plus secret, en tout cas clandestin possible. Ensuite, sur le 17 octobre 61, c'est un sujet douloureux pour tout le monde, pour les Algériens d'abord, et surtout pour moi qui étais président de l'UNEF à l'époque. 17 octobre 61, c'était un mot d'ordre donné par la Fédération de France à Paris de protestation contre un arrêté du préfet de police qui était M. Maurice Papon, et donc du gouvernement, qui créait un couvre-feu spécifique pour les Algériens. Ce qui veut dire, évidemment, contrôle à la figure, etc. Et les Algériens à Paris étaient déjà l'objet d'une répression très dure, qui du coup avait d'ailleurs entraîné quelques activités d'actions de rétorsion du FLN contre des policiers qui étaient repérés pour avoir torturé des Algériens arrêtés.
et pour protester contre ce couvre-feu, qui avait pour but évidemment d'interdire l'activité de la Fédération de France à la sortie des usines, au retour dans les quartiers, dans les bidonvilles ou à la Goutte d'Or, pour parler vite. Et la Fédération de France lance une manifestation de toute la population algérienne de la région parisienne pour entrer dans Paris. Qu'est-ce que la préfecture de police a su avant? Pas tellement. Elle avait tout pris des dispositions parce qu'à partir du matin, on savait ce qui allait se passer. Enfin, eux savaient. Nous, à l'UNEF, on n'était pas au courant. Et donc, la manifestation a eu lieu. Différents points d'entrée sur Paris, le pont de Neuilly, les métros sur les grands boulevards, la Concorde, Saint-Michel, etc. Et à toutes les sorties de métro, les quarts de flics étaient là et on tapait et ensuite on embarquait. Et puis ça a été bien au-delà. Il y a eu, impossible de savoir combien d'Algériens ont été tués. Le chiffre minimal, c'est donné par une enquête faite par le gouvernement Jospin, c'était 75. L'accord général est de dire au moins 250. Et notamment, toute une partie ont été jetés dans la Seine, dont on a retrouvé des quantités de corps en aval de Paris dans les jours qui ont suivi. On a été... bon, on ne pouvait pas y participer. C'était le FLN, les Algériens, donc nous ne pouvions évidemment pas en être. Par contre, on aurait pu réagir vigoureusement contre la conduite de la police française. Ce qu'on a fait dans des textes. On l'a dit dès le lendemain, on a parlé de méthode nazie, qui faisait renvoyer à la période nazie. Donc sur le plan de la parole, on l'a tenu. Ensuite, on a constitué, avec l'appui des étudiants en médecine qui avaient été vus les corps transportés, un dossier qui est sorti un peu plus tard sur la répression. Et de manifestations, la première manifestation qui a eu lieu à Paris a eu lieu à l'initiative du PSU. C'était une manifestation clandestine, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tract, il n'y avait rien, et rassemblement, rendez-vous donné, place Clichy, mais qui était une manifestation, et encore plus les autres, où la paix, la négociation, l'action contre l'OS prenaient une importance très grande dans les slogans. Et les manifestations qui ont eu ensuite, première quinzaine de novembre, il y a eu des manifestations des AG parisiennes Binot, avec des mouvements politiques, l'UEC, les ESU, des mouvements de jeunesse. Et il y a eu ces manifestations-là, auxquelles les Algériens ont été très sensibles, parce qu'ils savaient qu'il était impossible d'appeler à une manifestation centrale, publique, et quand on en a parlé avec les syndicats, et notamment avec la CFTC, de cette hypothèse, ça a été immédiatement dit, non, c'est impossible, on ne peut pas faire ça. Donc voilà, la solidarité, elle a existé, la condamnation évidemment, mais elle n'a pas évidemment été au même niveau de force que les Algériens avaient donné à leur manifestation. Oui, c'était sur un peu. Je suis donc Randy Morder du GERM, mais pas simplement caméraman. Donc on a travaillé pas mal avec les anciens, plusieurs chercheurs sur l'Algérie. Juste une chose, que c'est aussi un domaine pour moi, peut-être j'interviendrai tout à l'heure sur les questions étudiantes, mais sur 17 octobre 61, c'est important parce que tu as l'air de minimiser, c'est une des rares organisations qui intervient tout de suite, qui est sur le 17 octobre. Deuxièmement, si l'UNEF ne participe pas au 17 octobre, c'est que le FLN n'a demandé à personne. Elle l'a organisé pour les Algériens. Elle a uniquement demandé à quelques individus, dont Henri Benoît, qui était membre des réseaux de soutien au FLN en tant que tel, de venir non pas manifester, mais être témoin. Bon. Donc c'est une manifestation
qui est totalement organisée par la Fédération de France du FLN. Donc on ne peut reprocher à aucune organisation, et personne n'a reproché, de ne pas y avoir participé, tout simplement parce qu'il n'y avait pas été invité. Et je crois qu'il... Deuxièmement, sur l'UGEMA, quand l'UGEMA est dissoute, il y a effectivement l'intégration des étudiants en France dans les sections universitaires du FLN, mais l'UGEMA continue à l'étranger. Et notamment au niveau des étudiants algériens, il faut savoir, c'est quelques milliers qui étudiaient un petit peu dans la faculté d'Alger, mais ne pouvaient plus continuer, vu que c'est l'extrême droite qui avait pris le contrôle de l'AGE, d'Alger et de la fac en entier, que les étudiants algériens en France, pour bon nombre, ont dû partir, faire continuer des études dans d'autres pays, notamment en Allemagne ou dans les pays de l'Est, et que là, les sections UGEMA continuaient à fonctionner. Mais c'est une autre histoire. Voilà, je donnerai quelques références tout à l'heure vers la fin. Merci. Merci. Alors, il y a des questions au départ sur la manière comment l'UNEF a pris position. Je pense que je l'ai même dit et je ne vais pas revenir parce qu'on va arriver à la fin. Sur l'UNEF et les syndicats ouvriers, si vous voulez, bon, il s'est trouvé... Bon, ces syndicats, c'est simple, il y en avait 3 qui pouvaient être actifs. Force ouvrière était nationalement trop liée à la SFIO pour faire quoi que ce soit, mais par contre, l'union départementale de la région parisienne était souvent, quelquefois, avec nous, pas souvent, mais quelquefois. Donc c'était 3 syndicats, la CFTC, la CGT et l'UNEF, et la FEN, pardon. La FEN était très hésitante et très molle parce qu'elle était aussi très liée au Parti Socialiste, enfin à la SFIO, mais elle a suivi tout de même l'UNEF le 27 octobre et elle a participé au 19 décembre, et puis c'est tout. La CFTC était passée, elle était encore confessionnelle, mais c'était la minorité de gauche qui avait pris la majorité juste avant 1960, enfin en 58 ou 59, je ne sais plus. Et donc, elle avait des positions qui étaient plus prudentes que nous, mais proches. Et le fait qu'on ait pris des positions avancées, qui n'étaient pas contestables sur le fond, personne ne pouvait contester, le problème était, peut-on le dire. Et donc, entre notre représentativité, notre apartitisme et la justesse de la position, bon, ces positions étaient respectées par les organisations syndicales, et même si on a eu quelquefois fort à faire avec la CGT, parce que la CGT a voulu reprendre la suprématie, ce qu'elle a réussi à faire tout de même, parce qu'une fois le 27 octobre fait, on ne pouvait plus lancer un nouvel appel de l'UNEF pour dire « j'appelle les organisations à se réunir chez moi ». On avait déjà fait un front syndical, donc il fallait passer par le front syndical et négocier ou pas. Donc l'UNEF était considérée comme ayant un poids équivalent à celui d'une organisation ouvrière. Et donc que ça ait déplu à beaucoup, notamment au gouvernement, c'est évident, mais ça a beaucoup plu à beaucoup de gens dans la société française qui ne savaient pas comment exprimer leur volonté de mettre fin à la guerre d'Algérie de manière politique et non pas de manière militaire. Et ça, c'est quelque chose qui a contribué vraiment à beaucoup renforcer l'UNEF. Et je citerai, M. Jean en a parlé au déjeuner, et j'ai essayé de tenir en 1 minute. Il y avait des syndicats de la CGT qui n'étaient pas d'accord au refus de la CGT parisienne de participer au 27 octobre. Et notamment un syndicat qui était assez important, qui était le syndicat des charpentiers en fer. Ceux qui travaillaient sur toutes les charpentes métalliques. Et, bon, à l'époque, c'était les gens montaient, enfin, on n'avait pas les grues, bref, qu'on a maintenant, etc. Et c'était l'aristocratie du syndicalisme ouvrier, et c'était des gabarits qui sont venus nous voir avec la collecte qu'ils avaient faite parmi leurs adhérents. Ils sont venus rue Soufflot, aussi à l'UNEF, en disant on vous remercie d'avoir fait le 27 octobre, d'avoir fait avec les Algériens ce que vous avez fait, et on est à votre disposition pour vous soutenir tout ce que vous voulez. Et donc, quand il y avait des menaces de l'OS, c'est eux qui venaient et qui faisaient le tour du pâté de maison, etc. C'était nos gardes du corps préférés. Voilà. On a jusqu'à 4 heures.
On va reprendre un tour de questions et d'interventions si vous en avez. Alors, une petite question, c'est donc effectivement la guerre d'Algérie c'était un moment fondateur dans la suite de l'histoire de l'UNEF. Aujourd'hui c'est une référence, c'est une date qui est fondamentale dans notre expérience militante, qui en fait structure la manière dont l'UNEF est aujourd'hui. Et ma question c'est de savoir qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la jeunesse, parce que quel œil votre génération a quel regard a sur la jeunesse actuelle, à l'heure où vous aviez, votre génération, chassé les corpos de l'organisation pour faire une organisation politique, une organisation syndicale, et aujourd'hui où les corpos se sont structurés dans une autre organisation et reviennent en force dans le milieu étudiant. Bon, j'ai pas répondu à la question un peu pareille tout à l'heure sur l'UNEF après la guerre d'Algérie parce que j'ai pas vraiment suivi de près l'UNEF. Bon, après avoir été interdit par le gouvernement de me présenter au concours de l'ENA, j'ai finalement été autorisé, donc j'ai accès à l'ENA, etc. Donc j'ai Roby Mander ou Jean-Jacques pourrait mieux que moi dire un mot. Disons que, en relisant le livre d'Alain Monchablon sur l'histoire de l'UNEF pour vérifier deux, trois choses, j'ai vu qu'il disait qu'en 62-63, l'UNEF était assez affaiblie déjà. C'est-à-dire qu'il y avait eu plus d'AG encore qui étaient partis à la FNEF, que le nombre de cartes avait diminué, et qu'il y avait une certaine hésitation sur la stratégie de l'UNEF. Et à ce moment-là, et Jean-Jacques et Roby pourront le dire mieux que moi, l'UNEF s'est de toute manière recentrée sur les débats intérieurs et sur l'université. Et c'est à ce moment-là qu'elle a engagé le débat sur la nature de l'université dans une économie capitaliste et comment faire la révolution universitaire, si je peux dire. On a encore 3 interventions. Je fais ça. Alors vite. Je fais très vite. Non. Il faut rappeler deux choses pour aussi comprendre ce que va devenir l'UNEF et son évolution. La première, c'est ce qui s'est passé c'est 3 choses. La première, c'est une chose que tu as oubliée, mais qui me paraît importante, c'est comment l'UNEF a influencé tous les mouvements de jeunesse à travers le GREGEP pour que les mouvements de jeunesse prennent position. Explique le GREGEP. Explique le GREGEP. C'est très large. Tu vas en parler. Non, explique. Dis qu'est-ce que c'est que le GREGEP. Je fais tous les mouvements de jeunesse qui effectivement vont effectivement prendre position contre la guerre d'Algérie en 1960. Mais surtout, c'est que l'UNEF, comment il est formé? Il est formé par une série de gens qui vont animer l'UNEF. Dans les années 56-60, il est formé par des gens qui sont, j'allais dire exclus, mais qui sont exclus d'un mouvement de jeunesse, qui s'appelle la jeunesse étudiante chrétienne, que la hiérarchie met à la porte. Je crois même qu'on l'a dissous à un moment donné, la jeunesse étudiante chrétienne, et que ces gens-là vont investir l'UNEF parce qu'ils sont formés, parce qu'ils ont déjà des positions morales sur la guerre d'Algérie, etc. Et après les années 60, vous avez un phénomène lié au Parti communiste, où effectivement on va vider du parti, de l'Union des étudiants communistes, on va vider les tendances dites italiennes, on va vider les tendances trotskistes, il y en a eu plusieurs, on va vider les tendances maoïstes, il y en a eu plusieurs, et tous ces gens-là, vidés de l'organisation, vont se retrouver à l'intérieur de l'UNEF. Et les débats idéologiques qui vont se dérouler à partir de... Alors, il y a un troisième élément après, mais les débats idéologiques qui vont se retrouver à l'intérieur de l'UNEF dès 62-63 est fortement influencé par des débats qui se trouvaient dans les organisations beaucoup plus politiques. C'est-à-dire, voilà. Et ça, avec en plus, le dernier élément par rapport à l'UNEF, c'est que cette place que l'UNEF avait eue liée à la guerre d'Algérie, elle était montée en haut du sommet.
derrière pour arriver à reprendre un souffle pour qu'effectivement, sur une mobilisation par rapport à la démocratisation de l'université, par rapport à toute une série de choses, c'était effectivement compliqué, d'autant plus, et là je termine là, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de, j'ai été mes camarades parce qu'il y a pour un certain nombre s'en étaient, avaient franchement envie d'abandonner tout l'aspect gestionnaire de l'UNEF, c'est-à-dire l'abandon des restaurants universitaires, l'abandon des coopératives, l'abandon de tous les services qui quand même, dans les années 50-60, ont servi quand même l'UNEF à faire que l'organisation faisait 100 000 adhérents. Il faut être clair, même à l'intérieur des organisateurs d'un mouvement, d'une AG, l'une des plus avancées comme la Fédération des groupes d'études de lettres, la Sorbonne à Paris, dire qu'elle était très comme ça en pointe du combat, les polycopiers, ce qu'on appelle les polycopiers des cours, pour aller acheter des polycopiers, il fallait une carte de l'UNEF. Donc c'est vrai que ça servait. Et tout l'abandon de ces services a fait qu'effectivement, c'est pas la seule raison, mais c'est une bonne raison de la diminution qui va déboucher en 1968 au fait que l'UNEF ait 25 000 adhérents. Tout à l'heure, vous avez parlé un peu de l'insoumission. Moi, je voulais savoir justement, quand on est à l'UNEF dans ces années-là et qu'on reçoit, qu'on est appelé, qu'on reçoit sa lettre, comment ça fonctionne, quoi. Est-ce que, il y a eu des cas d'insoumission, comment ça s'organisait, quand il y a un camarade qui devait partir, quoi. Comment tout ça se passait, c'est des planqués, Oui. Une première réponse en ce qui me concerne personnellement, c'est que moi, mon père est mort dans la Résistance et donc je suis pupille de la Nation. Et donc, en tant que pupille de la Nation, je ne peux pas être appelé à servir au feu, en terrain de combat militaire. Donc, le problème ne se posait pas pour moi, ce qui était évidemment une liberté intellectuelle accrue. Il y a eu des anciens responsables de l'UNEF qui ont été insoumis, qui ont refusé de partir et qui sont partis en Suisse, en Tunisie, etc. Pas beaucoup, mais il y en a eu. Et donc, ça veut dire que la plupart des responsables étudiants de la fin des années 50, s'ils ont été appelés, ils sont allés servir. Ensuite, à eux de faire ou de ne pas faire, suivant leurs affectations. La plupart des dirigeants de l'UNEF ont été mis dans des services plutôt gestionnaires, administratifs, des états-majors, etc. De sorte que lorsqu'il y a eu le putsch des généraux en avril 1961, où 5 généraux les plus gradés de l'armée française, qui avaient commandé en Algérie, ont lancé un appel en disant « nous refusons d'obéir au gouvernement et c'est nous qui prenons le pouvoir en Algérie », de manière à que l'Algérie ne soit pas abandonnée par la France. Et donc, il y a des régiments, tous les régiments parachutistes ont suivi. Et ensuite, ce sont les appelés. Et là, il y a eu beaucoup de responsables de l'UNEF qui ont eu un rôle très très important pour mobiliser le contingent pour refuser d'obéir. Et les transmissions, l'aviation, tous ces secteurs-là ont été complètement paralysés. Voilà. Donc ces responsables de l'UNEF avaient choisi de ne pas être insoumis. Et lorsqu'ils se sont trouvés en situation là-bas, ils ont retrouvé le militantisme. Oui. Il y a une question? Oui. Très Pas de question. On a vu que l'UNEF a impulsé le mouvement dans le milieu syndical contre la guerre d'Algérie, pour la paix. Est-ce qu'on peut dire que ça a impulsé le mouvement du coup dans le milieu, dans le reste de la société, et que du coup est-ce que ça a réduit la guerre d'Algérie considérablement le temps de guerre d'Algérie? Est-ce que ça a impulsé le mouvement sur le gouvernement et tout? C'est un élément. Tu réponds à la fin. Je répondrai. Ou à la fin. Ouais. Oui. Oui, c'est ça. Oui, mais comme ça, pour une fois, je suis dedans. Juste quelques... D'abord, les éléments sur... Il y a d'abord le livre de Dominique Vallon. Bon. Ah oui, alors puisqu'il en parle, j'en parle. Voilà.
Excusez-moi, hein, c'est le livre de mes souvenirs militants depuis la guerre de 39. Et mon père m'avait fait venir dans un coin du maquis dont il était le chef pour le département de l'Oise. Donc j'avais senti ça à 4 ans, 5 ans. Et jusqu'à la fin de la guerre, en 62, la fin de mon mandat à l'UNEF. Et ce livre, si j'en parle, c'est parce qu'il a été édité par le plus gros éditeur algérien, enfin un des plus gros francophones en tout cas, Casbah Édition, et donc il est introuvable en France. Et donc si vous voulez l'acheter, il faut en profiter. Je serai tout à l'heure avec Roby Morder au stand du Germe, près des escaliers, pour signer. Il vaut 12 €. Et vous pouvez, j'ai été surpris de découvrir, on m'a dit, tiens, il est sur Amazon. Il est sur Amazon, je n'ai rien fait, mon éditeur algérien n'a rien fait non plus. Et à 15 € avec un port, je crois, de 10 centimes, je crois que Amazon, 1 centime, oui, truand de la loi. Voilà, donc c'est terminé là-dessus. Voilà, il y a eu sur l'UNEF et la Algérie, il y a eu Jean-Yves Sabot, donc c'est édité chez l'Harmattan, l'UNEF et la guerre d'Algérie, à partir du cas des AGE de Dijon et de Grenoble, donc ça se trouve maintenant en bibliothèque. Hein, plus récemment, il y a eu une thèse d'État Nortibi, donc vous pouvez aussi l'acheter en bas de la table du Germe. Les étudiants de France et la guerre d'Algérie, alors État Nortibi est un étudiant israélien qui a travaillé sur la guerre d'Algérie, il a travaillé sur les textes, sur les déclarations, sur le vocabulaire. Et il y a eu des anciens de l'UNEF, il y a en 2012 un colloque de témoignages, il y a un livre qui sera bientôt sur le site des anciens de l'UNEF, qui s'est quasiment épuisé. Sur le site du Germe, vous trouverez le dossier Algérie, et qui concerne relation étudiants de France, étudiants algériens, donc qui est un chantier avec là aussi des témoignages, dont le témoignage de Mohamed Arbi, celui de Louvouk également. Bref, il y a de quoi faire, et puis c'est accessible. Juste peut-être point de vue de chercheur, d'historien, 2 éléments. Puis j'ai été je suis toujours par ailleurs militant, étudiant depuis longtemps, heureusement. Il faut faire attention à la simplification, c'est-à-dire le NEF prend position pour l'indépendance de l'Algérie, ce qui explique très bien Dominique, et ce qu'on voit bien, c'est justement cette articulation entre la nécessité de conserver un syndicat de masse représentatif de son milieu pour que justement, au fur et à mesure, les prises de position puissent être efficaces. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas ce qu'en pense Dominique, mais à l'échelle de l'histoire, la mobilisation étudiante, elle a joué un rôle. Alors, est-ce que c'est 1%, 10%, 50% dans l'issue de la guerre d'Algérie? Mais c'était un des éléments parmi d'autres, et notamment, elle reflète l'histoire intellectuelle, une révolte des intellectuels de ce pays. Donc, c'est effectivement cette double besogne, comme pour référence à Charles Damien, l'immédiat, les revendications immédiates, et en même temps les objectifs futurs, et les principes. Bon. Et donc ça, c'est facile à dire, c'est difficile à mettre en pratique, et l'histoire de la guerre d'Algérie, AGE par AGE, est de ce point de vue-là intéressante à voir les différentes prises de position par rapport à des problèmes concrets. Les effets de la guerre d'Algérie sur le mouvement étudiant, quoi de l'après, bon, c'est Jean-Jacques Carr, on a parlé d'un certain nombre d'éléments, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, c'est pas simplement de l'intérieur de l'UNEF, c'est aussi le fait que le gouvernement avait bloqué le gouvernement de Gaulle avait bloqué toute issue syndicale, refus de négocier, refus de discuter avec l'UNEF, donc forcément, à un moment donné, l'efficacité syndicale, la fonctionnalité syndicale de longtemps fonctionnait moins. Avec, en plus, le deuxième élément, c'est la vague de massification. Dans le passage, bon, ça c'est une discussion, mais les évolutions sociologiques de l'université et le fait que, du point de vue de la sociabilité, même cette sociabilité de corpo, entre guillemets, que pouvait permettre l'UNEF avec ses AGE, ses corpos de l'époque, on était passé déjà de plus en plus dans une université de masse, où on a des phénomènes qu'on connaît aujourd'hui, des phénomènes d'anomie, comme on connaissait déjà, paraphraser Durkheim, dans l'université de Paris seulement, au début du XXe siècle. Voilà. Donc, ça renvoie effectivement à chaque fois, non pas à une cause unique, mais à une multiplicité de facteurs qu'il faut toujours étudier. Ça vaut pour le passé, ça vaut aussi pour le présent. Bon.
Bon, voilà, Alors, j'enchaîne juste, et très brièvement, pour répondre à la dernière question sur la durée de la guerre d'Algérie. Là aussi, multiplicité de facteurs. C'est-à-dire que De Gaulle ne pensait pas qu'on pouvait construire une Algérie française. Donc son idée, c'était d'avoir une Algérie associée avec des compétences confiées à la France sur le plan militaire, le Sahara, etc. Et c'était ça ce qui l'a amené à évoluer progressivement. On peut dire que De Gaulle s'est heurté à plein de forces. L'armée qui jouait dans le jeu de poursuivre la guerre jusqu'au bout, jusqu'à la victoire définitive. En face, comme force qui jouait contre ça et qui jouait pour la paix, il y avait évidemment le peuple algérien. Et si l'armée de libération nationale a été largement décapitée par l'effort militaire français, elle restait présente. Et à partir de décembre 1960, on peut dire que c'est le peuple algérien directement qui a pris le relais. En décembre 1960, De Gaulle vient en Algérie pour faire passer auprès de l'armée et de la population pied-noir ses positions vers la négociation. Et il y a eu des manifestations des pieds-noirs contre De Gaulle. Et le peuple algérien est descendu dans la rue par dizaines de milliers. Les photos sont très spectaculaires à la Casbah d'Alger, les femmes au premier rang pour crier Algérie algérienne, Yahya FLN, etc. Et donc le peuple algérien a pris la parole massivement pour dire nous suivons le FLN et nous voulons l'indépendance, même si le mot n'était pas dit forcément comme ça. Autre force très importante, c'est sur le plan international. Chaque année, l'affaire algérienne venait devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Et au début, 56, 57, etc., puis après l'arrivée de Gaulle, 59 encore, les résolutions étaient pour une paix négociée, mais pas plus. Et ça devenait intenable pour la France de dire « je poursuis la guerre jusqu'à ce que le FNL accepte mes conditions ». Donc c'était le dernier élément. Et par dernier élément, c'est l'élément intérieur français. Disons que l'opinion française, après l'arrivée au pouvoir de Gaulle, a été suiviste par rapport au général. Et en disant c'est lui qui va régler le problème algérien, nous on laisse faire. Et c'est vrai que le fait qu'on ne l'ait pas laissé faire, ça a été un élément supplémentaire. Je serais beaucoup plus modeste que Roby Mandel, je n'en ai pas de pourcentage, mais il serait quand même faible, forcément.